Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc second épisode sur la guerre de 14, 14-18. Je vous avais lu des passages d'un livre de référence de Pierre Miquel, Les Poilus. Ça décrit fort bien la guerre de 14, du commencement jusqu'à sa fin avec tous ces drames. C'est une bonne base pour avoir une vue globale sur cette période. À vous, à moi, à d'autres, d'y insinuer une romance. J'ai sélectionné un roman anglo-saxon, anglais, quoi. En 3 tomes là-dedans, en 5 tomes, pardon. C'est la saga des Rivley, d'Anne Perry. Donc là-dedans, il y a 1, 2, 3. Donc je vais vous lire la page de garde. Et puis je vais vous lire des passages du 4 et du 5. Hein, voilà. Là, il y a une romance, il y a une enquête, ça c'est bien écrit, moi je trouve. Hein. Le 28 juin 1914, alors ça c'est la page de garde, hein, alors que l'assassinat de l'archiduc Ferdinand s'apprête à plonger l'Europe dans l'horreur, à un moment, c'est l'argument qu'on met en avant souvent pour justifier le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est complexe en fait, hein, si on lit l'histoire. C'est pas si simple, c'est une simplification en quelque sorte. C'est un autre drame qui ravage les 4 enfants Rivley, la mort brutale de leurs parents. Très vite, les 2 frères découvrent que leur père se trouvait mêlé à un odieux complot politique. À travers la tourmente et l'enlissement de la guerre, la fratrie se lance en quête d'une vérité minée de secrets d'État, tout en s'efforçant de survivre au front, à la famine et aux blessures. Plus qu'une saga familiale, une épopée humaine et le drame intime se mêlent à l'histoire sur fond d'intrigue et d'espionnage. Tada, voilà. Donc c'est de la romance, quoi. Je trouve ça sympa. Anne Perry a su donner au roman policier historique des atouts inédits en lui conférant une profondeur humaine et peu banale, nous dit François. Voilà. Donc ça c'est les 3 premiers. 3 premiers, ça comprend plus de 1000 pages. Hein, ensuite on passe, je vais vous lire des passages plutôt de la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'on attaque au quatrième roman. Hein. Donc c'est à cette fin de juillet 1917, le moral des troupes britanniques est au plus bas. L'aumônier Joseph Rivley tente difficilement de contenir le souffle de mutinerie qui se propage dans les tranchées d'Ypres. On en avait parlé hein, dans le livre de Pierre Miquel. Hein. Quand le major Northrop, commandant incompétent de sa section, est retrouvé assassiné, 12 soldats sont arrêtés et c'est à Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique lorsque sa sœur Judith, ambulancière sur le front, décide de sauver ses hommes de la cour martiale en les aidant à s'évader. Pendant ce temps, leur frère Matthew, membre des services secrets anglais, découvre un complot qui porte la marque du pacificateur, ce mystérieux personnage dont il pensait être débarrassé et qui continue à intriguer à coups de meurtre et de trahison pour faire perdre la guerre à l'Angleterre. Voilà, c'est des choix romanesques, quoi. Hein. J'avais noté des petits passages dans le tome 4, Les tranchées d'Ypres, page 11. 11. Les tranchées d'Ypres. Un soleil bas éclairait le No Man's Land de ses derniers rayons. Le visage strié de boue et de sueur, les bras battant l'air, les godillots raclant les caillebotis, Bacheji titubait. Désemparé, il cria « Pasteur, Snowy a disparu !» Il heurta les murs de terre avant de s'arrêter face à Joseph. « Je crois qu'il est sorti de la tranchée », ajouta Bashi, d'une voix rauque aux accents de désespoir. Le matin même, lors d'un nouvel assaut inutile, Snowy Nunn avait vu son frère aîné se faire cisailler par un tir de mitrailleuse. On était bien loin des premiers jours du conflit où brillaient espoir et courage, quand les hommes étaient encore persuadés qu'à Noël, la guerre serait terminée.
En cette fin juillet 17, le régiment originaire du centre du Cambridgeshire stagnait, enlisé sur la bande de territoire qui s'étirait d'Ypres à Passendal. La mort et les amputations étaient devenues le lot quotidien. La guerre puait les cadavres. La terre puait les cadavres, les gaz empoisonnés et les latrines qu'on y creusait depuis 3 ans. Mais qu'est-ce comparé au fait de voir sous ses yeux son propre frère réduit en bouillie sanguinolente? Au début paralysé par l'horreur, Snowy n'avait pas réagi. Je crois qu'il est passé par-dessus le parapet, répéta Barchet, la gorge serrée. Il est devenu fou. Il est parti tuer l'armée allemande à lui tout seul. Ils vont n'en faire qu'une bouchée. On va le retrouver, dit Joseph, avec plus de conviction qu'il en avait en réalité. On l'a peut-être ramené au poste de premier secours. As-tu... J'ai déjà vérifié, l'interromput Barchet. Je suis aussi passé à la popote et je regardais dans tous les abris, dans le moindre trou où un homme pourrait ramper. Capitaine Rusley, moi je vous dis qu'il est sorti de la tranchée. Voilà, bon. Donc on va passer à un autre passage. Donc page 106, mutinerie. Page 106. Page 106. 106. Mutinerie. 106. Mutinerie. D'accord. Oppressé, Joseph eut du mal à presser le pas tant les caillebotis s'étaient brisés en bougeant. Personne ne semblait faire attention à lui quand il s'arrêta. Il connaissait la plupart des soldats présents. Il y avait là Jim Bullen et Bert Collins, boueux, le bras droit trempé de sang, Collie Tevasham et Snowy Noon en compagnie du maigrelet Half Colshaw, qui cherchait sans cesse à être bien mis quand il en avait l'occasion. Pour conforter son statut, il trouvait toujours le moyen de taper sur du rab. Épuisé, la mine sinistre, un bandage lui serrait le bras gauche. Stone Tigman, qui pour une fois ne parlait pas de ses plats préférés, était épaule contre épaule avec George Atherton, le bricoleur. Une paire de pinces, du fil de fer, un peu de temps, et il vous réparait n'importe quoi. Cully fut le premier à apercevoir Joseph. Il ne sourit pas et resta muet. Personne ne saluait ni ne mit en garde à vous l'arrivée de l'aumônier. Quand Morel se retourna, il lui parut quelques secondes pour reconnaître le pasteur. Il fallut quelques secondes pour reconnaître le pasteur. Tout comme Snowy Noon, il demeura impassible. À l'exception de Morel, ils étaient tous couverts de boue et trempés jusqu'à la ceinture, jusqu'aux aisselles, en ce qui concernait Cully, Tevasham et Stan Tullyman. Une fraction de seconde suffit à Joseph pour comprendre la situation. Barchet avait refusé de conduire ses soldats dans le No Man's Land pour chercher les survivants et ramener les morts. Mais ceux-ci étaient des hommes de Nigel Hedsley. Hedsley, il est blessé, osa Joseph d'une voix presque inaudible que les soldats comprirent cependant fort bien. Il est mort, répondit Morel d'une voix rauque, sans pouvoir retenir ses larmes. Il n'en restait pas assez pour qu'on le ramène. Dites, pasteur, que préférez-vous enterrer? Un bras, une jambe? Impossible de dire si c'est côté gauche ou côté droit. La rage s'empara de Joseph comme si refuser de reconnaître les faits pouvait les occulter. Vous êtes allé, dit-il, incrédule. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Il tendit les bras vers l'océan de boue pestilentielle, gorgé de gaz empoisonné, et sa voix s'étrangla. Non, je n'y suis pas allé, dit Morel d'une voix haute et perchée. Voilà. Bon. Ensuite, on passe à le reporter, page 220. Page 220. À son tour, à Passendal, Masson trouva une situation encore plus dégradée. Il pleurait toujours.
De mémoire d'homme, on n'avait jamais connu un mois d'août aussi arrosé. Les soldats vivaient et mouraient dans un enfer dont la réalité dépassait l'entendement. Les jours se succédaient inlassablement sans espoir de victoire. La seule solution entretenue était la disparition de toute vie humaine, animale ou végétale, sous une chape de boue. Le reporter eut une pensée émue pour son Yorkshire, ses landes sauvages, ces petits lacs où se miraient des lambeaux de nuages et ces fiers villages aux ruelles pavées. Dévoré par ces souvenirs dépourvus de mots assez évocateurs pour peindre la tendre passion d'un amour si profond, il préféra écrire sur l'Angleterre en général. Cela semble impossible. Ainsi commença-t-il son brouillon. Chez nous, les arbres se dressent de manière imposante comme des nuages au-dessus de l'or des champs de blé que les coquelicots écorchent de leur rouge vif. Ce n'est qu'attelage, arc-bouté, tirant la charouille, verger gorgé de fruits mûrs. Les hommes sont partis, les femmes s'accoutument à leurs nouvelles tâches. Leurs rires se répondent alors qu'elles s'apprêtent à moissonner. Ici, les arbres ont disparu. Ne subsistent que quelques moignons déchiquetés par les balles. Le rouge, c'est celui du sang des hommes broyés et enterrés dans cette argile omniprésente dont on nous dit qu'un Dieu se servit pour nous façonner. Un Dieu qui s'est lassé et s'est étonné de nous, détourné de nous. Ces quelques épouvantables kilomètres de front renferment tellement de chair humaine qu'il est impossible de poser le pied sans marcher sur un corps en décomposition. Puis Masson déchira la feuille et se demanda par où commencer. Les mots dénués de tout sentiment semblaient simples à trouver. Mais pour dire quoi? Pour la première fois de sa vie, le journaliste estima que les mots étaient inutiles, insignifiants et trop futiles pour la tâche qui lui incombait. Nous sommes morts en enfer, à Passendal. Il pouvait seulement citer les autres. Mon Dieu, faites que tout cela cesse. Voilà. La guerre, grosse malheur. Alors, page 366, cours martial. 366. 366. Cours martial. L'esprit de Joseph était en ébullition, mais l'avalanche de mots restait sans résultat. Assis dans son abri, un avocat militaire essayait de lui inculquer ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire au terme de la subtilité juridique pour défendre les 12 accusés. Dehors, au loin, on entendait les coups de feu sporadiques des francs-tireurs. Il commençait à pleuvoir. Dans une heure ou deux, de pauvres bougres monteraient à l'assaut. Il faisait chaud et lourd. L'air semblait collé à la peau. La petite flamme jaune et régulière de la lampe à huile jetait ombre et lumière sur les objets familiers, sur les livres, le portrait de Dante, une boîte de biscuits, le stylo et du papier. Après avoir passé la procédure en revue à 3 reprises, Joseph avait le sentiment que le verdict du procès était assuré, que tout ce qu'il ferait serait vain. Les coudes sur les genoux, penchés en avant, le major Ward insistait. Ne perdez pas de vue la différence entre la loi militaire et la loi civile. La seconde met l'individu au centre alors que la loi militaire se préoccupe plutôt de l'intérêt de la collectivité. Dans le jury, vous aurez affaire à des militaires d'active. Le président sera un général de division, une division pareille à celle-ci. Un homme qui a combattu le long du saillon d'Ypres depuis 14. Arrangez-vous pour vous le mettre dans la poche. Ne perdez jamais ça de vue, Raleigh, et vous pourriez sauver les accusés. Joseph se passa la main sur le front et repoussa brutalement ses cheveux en arrière. Mais pourquoi m'ont-ils choisi? Vous connaissez la loi, vous vous en seriez mieux sorti. Je ne suis qu'un prêtre, un soldat ordinaire. Vous n'avez pas écouté, interrogea Ward, que la frustration et l'inquiétude gagnaient. C'est justement pour cela que vous avez une chance de réussir. Vous n'avez pas besoin de connaître la loi, mais l'armée, les tranchées, la réalité de la mort, la loyauté
et ce que signifie faire partie d'un régiment. Voilà. Donc ensuite, donc on passe au tome 5, là, cette fois-ci. Donc tome 5. Donc ça faisait dans les 400 pages, donc on a 1400 pages de passé. Celui-là, on va en faire également presque 400. Donc c'est une saga sur 1800 pages, donc on a le temps de repasser, de lire des tas d'intrigues et tout, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc Noël 18, donc ça c'est page 11. Page 11. Voilà. D'accord. Page 11. Bashek J se tourna dos au vent pour allumer une windbane. D'une pichenette, il expédia l'allumette dans la boue et demanda avec un sourire forcé: « Alors, pasteur, croyez-vous que cette année, on sera chez nous pour Noël ?» À quelques kilomètres dans le soir naissant, l'artillerie ennemie reprenait ses tirs par intermittence. D'ici peu, les pilonnages s'intensifieraient. Les nuits étaient de pire. Peut-être, répondit Joseph sans prendre de risque. En octobre 14, tout le monde pensait que la guerre serait l'affaire de quelques mois. 4 ans plus tard, la moitié des soldats que connaissait Joseph étaient morts. L'armée allemande battait en retraite. Le régiment du Cambridgeshire avait presque repris ses anciennes positions. Peut-être serait-il à Ypres la nuit prochaine, ce qui justifiait que chaque homme fût consigné. Autour du pasteur, certains s'impatientaient, d'autres répartissaient le poids de leurs fusils et de leurs bardas sur leurs épaules. Ils étaient en pays de connaissance. Avant l'avancée ennemie, ils avaient vécu dans ces mêmes tranchées. Leurs amis et frères étaient enterrés dans cette glaise de Flandre. Quand Bercher bougea ses pieds, émirent un bruit de succion dans la boue. Ici, en printemps 15, peu de temps avant les premières attaques au gaz, son frère Charlie, qu'on avait amputé, était mort à la suite d'une hémorragie. Tuki Nun, Fludger Arnold et des dizaines d'autres originaires des petits villages de la région de Shelbourne, Saint-Gilles, avaient été inhumés aux alentours. On agita sur la droite, puis sur la gauche de Burchley. On s'agita. Les hommes attendaient le signal de monter à l'assaut. Joseph resterait en arrière, comme d'habitude, prêt à s'occuper des blessés, à les transporter vers le centre de triage, à tenir compagnie au plus mal en point et à assister les mourants. Il consacrait trop de temps à écrire à des épouses auxquelles il apprenait la mort de leur mari. Depuis peu, on voyait de très jeunes soldats de 15 ou 16 ans. Joseph racontait les conditions de leur sort à leur mère, le réconfort qu'il leur avait apporté, que leur fin avait été rapide, leur enfant courageux, et leur assurait qu'il ne serait pas resté dans la solitude. Il serra dans sa poche le courrier de sa sœur, reçu le matin même. Anna vivait dans le Cambridgeshire. Il n'avait pas encore ouvert la lettre par crainte que les souvenirs ne le bouleversent, ne le distraient et ne lui fassent perdre la concentration indispensable pour rester en vie. Il refusait de penser au vent du soir à travers les champs ou dans le feuillage des peupliers qui bordaient le fond du verger, aux ormes immobiles et aux alouettes tourbillonnantes dans le soleil couchant. À quoi bon aussi évoquer le calme de la campagne, l'odeur de la terre ou le pas lent des chevaux rentrant des labours? Combien de semaines ou de mois s'écouleraient encore avant la fin de la guerre, avant que les survivants regagnent un pays devenu méconnaissable, mais dont ils rêvaient tant? Voilà, ensuite page 63, donc c'est les prisonniers, page 63. Page 63. Matthew
sentit la ligne de front bien avant de l'atteindre. L'odeur ténue et écœurante ne ressemblait à qu'une autre. Il se pinça le nez pour se protéger de ce mélange de puanteur d'égout, de chair en décomposition. Le chauffeur jeta un coup d'œil vers son passager. « Vous vous y ferez, dit-il avec entrain. Je suppose que vous serez malade les premières fois, où vous marcherez sur un corps que la boue vient de rejeter, et surtout s'il est là depuis 1 an ou 2, et que c'est l'un des nôtres. Mais vous vous habituerez. Si tout va bien, ça ne durera plus très longtemps. Si vous allez dans le No Man's Land, méfiez-vous des trous d'obus. Certains sont très profonds, et Dieu sait ce qu'on peut y trouver. Il ne reste pas beaucoup de gaz à présent. Il est lourd et s'accroche à ce qui se trouve au ras du sol, alors respirez en hauteur, et ça se passera bien. Je ne vous parle pas des barbelés, vous découvrirez par vous-même. Le jour s'était levé et Matthew détaillait le chauffeur, un lieutenant qui n'avait pas 20 ans. Cependant, la fatigue qu'on lisait sur son visage, sur son regard, et cet humour désabusé faisaient de lui un homme mûr. « Merci, répondit Matthew. Je vais juste parler à des gens, des prisonniers, qui ont franchi les lignes, mais je n'oublierai pas vos conseils. Les prisonniers, il faudra d'abord les trouver avant de leur parler, fit remarquer le lieutenant. Le capitaine, on le voit de temps en temps au centre de triage des blessés, sinon il est souvent en première ligne. Je vais vous emmener le plus loin possible. Matthew le remercia à nouveau. Ils continuèrent en silence et croisèrent des colonnes de soldats qui marchaient à pas lents sur la route défoncée. Leur regard vide, ils semblaient avancer à moitié endormis. S'ils avaient été allongés plutôt que debout, Matthew aurait juré qu'ils étaient morts. Soudain, il mesura le coût humain, non pas de façon collective, mais individuelle, chaque être constituant une perte irremplaçable. Il avait déjà oublié l'odeur pestilentielle et le vacarme soudain de la canonnade, au-delà de la ligne d'horizon. Avançant inexorablement, les troupes se rapprochaient des anciens champs de bataille avant de progresser vers l'Allemagne. Le jeune chauffeur pouvait mettre son désir de silence sur le compte d'un estomac délicat. Il s'en moquait. Arrivé à l'hôpital de campagne, il le remercia et descendit. Sous la tente, il demanda à un infirmier, puis à un autre, enfin à un troisième, où se trouvait le capitaine Wesley. Un jeune et sympathique volontaire américain du nom de Will Slohan le renseigna et il lui proposa même d'aider les brancardiers à porter des civières quand il se rendrait au centre de triage où il avait de fortes chances de trouver Joseph. L'aumônier, je le connais depuis Noël 14, dit Will avec le sourire. La plupart du temps, je fais équipe avec sa sœur, qui doit être aussi la vôtre par la même occasion, n'est-ce pas? Matthew n'arrivait pas à imaginer Judith sous cette pluie, dans cette boue, essayant jour après jour de faire l'impossible au milieu de ces hommes en train de mourir. Les rares fois où il l'avait vue en permission, elle n'en avait jamais soufflé mot. Avait-elle oublié? Ou pensait-elle tout simplement qu'il ne comprendrait pas la réalité et que permettre à quelqu'un de ne comprendre qu'à moitié, c'était trahir le courage et la souffrance. S'il avait pensé cela, ce n'eût été que de la pure vérité. Matthew conduisit son frère, enfin c'est un autre passage, excusez-moi. Donc c'est de l'amour, scène d'amour. Matthew conduisit son frère jusqu'à l'ambulance. Il avait conscience qu'autour de lui, on allait et venait. Matthew s'éloigna et Lizzie vint s'asseoir à côté de Joseph, auquel elle se contenta de prendre les mains. Il n'avait aucune idée d'où se trouvaient les autres et de ce qu'ils faisaient. Son esprit recommença à fonctionner et l'image de Monique ensanglantée et défigurée s'estompa. Il se rappela d'autres personnes disparues, de jeunes hommes dont la mort ne quitterait jamais sa mémoire. Il avait souhaité servir, soulager la souffrance, offrir l'esprit et l'amour de Dieu dans les endroits les plus obscurs. Il avait offert sa vie, et si on le lui avait demandé, mais cela ne s'était pas présenté. Il n'avait été blessé qu'une fois en 16. Et là, avec une absolue certitude, il comprit qu'il voulait
et avait besoin de rester avec Lizzie. Il pourrait s'attacher à l'enfant à naître, car ce serait celui de celle qu'il aime. Il se voyait lui offrir un amour total et généreux, comparable à celui dont son propre père l'avait entouré. À aucun moment cet enfant ne se douterait être le fruit de la violence et de la souffrance. Il serait désiré et ne connaîtrait rien d'autre que les peines habituelles, celles de la vie, que la vie inflige à chacun au cours de la quête de sa propre identité. Il se tourna vers Lizzie et sourit. Quand il lui lâcha les mains, sa peau lacérée le fit grimacer de douleur. Chez nous, dit-il, le travail ne manquera pas. Beaucoup auront besoin d'aide et de bien plus de courage qu'ils ne l'imaginent. Leurs blessures ne sont pas que physiques, le cœur est touché et l'espoir aussi. Il y aura des déceptions, des changements difficiles à accepter. Je m'attends à des injustices et à un océan de solitude. Les aspects négatifs de la guerre auront disparu, mais les bonnes choses également, comme la camaraderie, l'objectif que l'on partage, la connaissance de soi et notre utilité sur Terre. Et ça, c'est important. Voilà, bon, je vais arrêter là. Donc il faut lire ces livres, hein, c'est de jolis romans, historiques pour le coup, hein, et pour les former, j'imagine qu'il faut lire ce genre de livre d'histoire. Hein. Donc la Première Guerre mondiale, par exemple, de John Keegan, ou le livre que je vous ai lu en partie, hein, de Pierre Miquel, des Poilus, interroger la bibliographie, hein, qui sont bien annotées, qui sont assez épaisses, hein, en fin d'ouvrage, sur les deux, hein, et les deux. Enfin, il y a bien d'autres ouvrages historiques sur la Première Guerre mondiale, bien sûr, donc c'est un exemple. Voilà, donc lisez Anne Perry, c'est sympa, Anne Perry à lire, c'est du joli roman historique, traduit, hein, bien sûr, parce que c'est traduit de l'anglais, hein, de l'anglais de Grande-Bretagne, voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se revoit dans 15 jours, hein, pour un autre sujet qui n'aura rien à voir avec la guerre de 14, je pense. À bientôt.